Yo tout le monde, ici l'aventurier. La vidéo que vous allez voir est une interview avec deux modérateurs de la branche FR. Elle répond à une annonce que j'ai faite sur mon serveur, qui vise à présenter le wiki français. Ce que vous allez voir est le condensé de l'interview. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Ok, donc je reprends. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Dire qui vous êtes et comment, quel rôle vous avez au sein de la branche. D'accord, bon bah je commence. Moi c'est Frostweek, je suis actuellement modérateur de la branche et auteur et je m'occupe surtout du plan lore et disciplinaire de la communauté. Moi, c'est Loulou, je suis staff junior, enfin J-staff. D'accord. Également auteur-traducteur avec beaucoup trop de trucs en cours. Ouais. Sur le serveur, je m'occupe de modérer un petit peu les salons, sur le site de mettre tout à jour. Et c'est le plus important, j'essaie de travailler mon lore aussi, mais bien moins efficacement que Frost. Pour parler un petit peu de ça, c'est quoi la différence entre un modérateur et un J-staff si jamais il y en a une? C'est surtout au niveau des libertés, en fait. Les modérateurs sont beaucoup plus autonomes et ils ont droit à beaucoup plus de choses. Moi, je suis en permis Formation exploratoire, voilà. En en période stage. d'essai, quoi. C'est ça, je suis stagiaire, en fait. Ok. On lui donne le pouvoir de staff, on va dire, Ouais. et on voit ce qu'il est capable de faire avec, s'il a les responsabilités, etc. Ouais, Parce qu'on peut pas se permettre de faire passer directement quelqu'un de membre à staff. Il faut une sorte de période de transition qui peut être Qui est plus tout ou à moins fait longue. normal. D'accord, oui. Oui, ça paraît logique. C'est un peu comme la période d'essai au travail, quoi, au final. C'est ça. Exactement. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de cette branche et que vous l'avez rejoint? Alors, pour moi, je pense que c'est assez classique. C'est Feldup, première vidéo. Enfin, je savais déjà à peu près c'était quoi les backrooms. Et j'étais familier avec la fondation SCP, mais c'est surtout la vidéo de Feldup qui m'a donné envie De vous de impliquer? rejoindre la communauté. Je l'ai rejoint, j'ai commencé à discutailler. J'ai j'ai pas été actif dès l'entrée, il m'a fallu attendre un peu de moment, attendre un peu de temps et au final, je me suis fait des relations, des amis. J'ai commencé à écrire, puis j'ai postulé en tant que staff et j'ai été accepté à ma deuxième candidature. Voilà. Et pour toi, Loulou? Moi, j'étais déjà membre sur SCP depuis un bon bail, donc je connaissais Wikidot, machin, truc et tout. Et j'ai commencé à me renseigner sur les backrooms petit à petit, parce que les gens en parlaient, parce qu'il y avait des vidéos, parce que c'était à la mode. J'ai découvert le truc avec NPixel, et en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait aussi un Wikidot, donc à partir de là, je me suis dit, ok, 100% il y aura un Wikidot FR. Il y avait un Wikidot FR, donc je suis arrivé sur le serveur, j'ai discuté un peu, j'étais super actif, et je suis resté, quoi. Et finalement, t'es passé staff junior au bout d'un certain temps. C'est ça. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que on voit que la plupart passent d'abord par SCP avant de passer vers les backrooms où on sont Quasiment déjà la un peu. totalité, quasiment Ouais. la totalité des gens sont d'abord passés par FCP. On est un peu des héritiers de SCP sans en être une copie, quoi. C'est un Oui, peu, Après, c'est un peu la même vibe, mais dans un univers différent. oui, même tout à si fait. tout le monde n'est pas passé par SCP, tout le monde connaît au moins SCP de nom. Oui. Oui, par exemple, moi je suis directement passé par la case backroom après la vidéo de Feldup et Yes. je connaissais que SCP de nom. Je les ai jamais vraiment lus ou m'intéressé avant récemment En fait, depuis que je ce suis dans qui les est backrooms, quoi. bien, c'est Ouais. que, étant donné que SCP existait, que les gens en général qui étaient intéressés par l'horreur de ce genre-là, ils savaient déjà comment fonctionnait une œuvre collaborative. Lorsque il y a eu des vagues de gens, etc., on n'avait pas besoin de réexpliquer des centaines de fois le fonctionnement du site. Les gens l'avaient intuitivement compris, donc Mhm. c'est sympa. D'autant Ok. plus que ce qui est cool, c'est qu'effectivement, le modèle Wikidot des backrooms reprend pas mal celui de SCP. Il y a beaucoup de similarités et tout. Donc, ouais, les gens n'ont pas été perdus, quoi. De suite, ils sont venus, ils savaient comment marcher. Au début, il me semble même que le Wikidot avait repris presque le code de celui de SCP. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une vraie, si Ça c'est une vraie dépend. anecdote ou. Ça dépend quel code. Ça dépend quelle partie du code. Parce que tant qu'à faire, SCP est déjà en place depuis un moment. Il marche.
Donc ouais, effectivement, on a emprunté un peu de code, mais ça reste Ouais, sur ça des reste. trucs précis qui sont chiants à coder de notre côté, en fait. Ouais, et Après, puis tu peux pas choisir machin. Ça, depuis on a fait. le wiki c'est largement démocratisé et c'est largement fait son propre code, quoi. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'on devient staff de la branche FR des backrooms ou des backrooms en général? Alors, c'est simple. Déjà, il faut avant tout, avant même de penser à staff, il faut penser à devenir un membre. Et donc ça passe principalement par le Discord. Euh, Avant, ça aurait été une activité sur le forum ou ce genre de choses. Mais avec la modernité, Discord est arrivé et c'est bien mieux pour centraliser une communauté d'écriture. Et donc, il faut surtout être actif en tant que membre sur Discord, montrer qu'on est présent. Pas obligatoirement écrire des choses, mais au moins traduire ou aider. Et avoir un minimum de connaissances au niveau du lore des backrooms, au niveau de comment fonctionne Wikidot, au niveau de la disciplinarité. On préfère toujours les membres qui ont plus de 18 ans. Ouais, bien sûr. Minimum 18 ans, c'est toujours plus simple, surtout lorsqu'il y a des questions de disciplinarité par rapport à tout ce qui peut être du plus 18. Ça nous empêche de devoir mettre de côté des staffs parce qu'ils n'ont pas l'âge, ce qui peut être un peu humiliant. Euh, et ensuite, pour devenir donc staff, si vous êtes un membre actif, que vous avez 18 ans, vous pouvez aller sur le site. Normalement, il y a une candidature qui vous est ouverte, un Google Forms, avec des questions à remplir, bien sûr. Il n'y a pas de questions vraies ou de questions fausses, ça dépend juste de comment vous interprétez les questions du questionnaire. Et lorsque c'est complété, on l'analysera, on discutera de vous. Et si vous êtes accepté, vous deviendrez staff. Et automatiquement, vous deviendrez aussi... vous deviendrez aussi... vous devrez aussi vous occuper de gérer les wikis, les relations à l'international, la disciplinarité. En vérité, les staffs font un peu de tout. On n'est pas encore assez nombreux pour vraiment se spécialiser et ne faire qu'une seule chose bien précise. Donc, surtout en tant que junior staff, vous serez touche à tout. Et une fois votre période d'essai, donc qu'on avait parlé précédemment, junior staff, vous passerez donc modérateur. Et après ça, administrateur, sachant qu'il n'y a maximum que 3 administrateurs à chaque fois. Et pas de limite au niveau du staff. On pense qu'il n'y a pas, il y a pas de limite. On n'a pas besoin d'une limite au niveau du staff. Plus on est nombreux, mieux c'est. D'accord. Ok, il y a quelque chose que tu veux ajouter, Loulou, ou... Oui, après évidemment, les candidatures, on va pas les accepter ou les traiter de la même façon en fonction des gens. Ouais, On bien sûr. privilégie bien sûr les gens qui sont actifs, qui parlent, dont on voit qu'ils causent pas de problème. Actifs sur le site, encore une fois, c'est secondaire, mais c'est préférable. Comme ça, Mhm. les gens savent comment marche un peu le code et tout. Ce qui D'accord. peut aider quand on est J-Staff et qu'on doit entretenir le site. Bien sûr. Après, au niveau du nombre, c'est circonstanciel, parce que là, on a eu un petit changement dans le staff, donc on a réouvert Enfin, réouvert non, parce que les candidatures sont toujours ouvertes, mais on a réaccepté un nouveau staff. Ouais, bien sûr. C'est pas souvent qu'on en a besoin, parce qu'effectivement, comme dit Frost, on est touche à tout, mais d'un autre côté, la branche reste assez petite, donc on peut gérer tout à peu près sereinement. Après, Ouais, il y a bien sûr. quand même des éléments qui font en sorte qu'une candidature soit plus appréciée qu'une autre. Oui, Là, bien sûr. actuellement, on aurait bien besoin de quelqu'un, de personnes qui sachent toucher au code, étant donné à quel point Wikidot, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et par exemple, si un jour il y a un membre qui vient et qui propose ses compétences de code, on sera déjà plus à même En à être discuter, intéressé. ouais. Voilà. Ok. Ok, ça roule. Bah tiens, justement, comment ça se passe quand on est traducteur et comment dire, qu'on doit traduire un article d'un site à un autre, c'est-à-dire du site anglais vers le site français ou inversement vers le site français vers le site anglais. Bah, c'est pas très compliqué en soi. On a mis en place une procédure avec des règles qui expliquent comment faire la traduction. Et elle suit à peu près le même processus de critique, parce que tous les articles qui sont publiés sur le site, ils doivent passer en critique pour Mhm. vérifier que les gens, ils publient pas des articles nuls ou traduits N'importe n'importe quoi, comment. ouais. Voilà.
Donc ces articles-là, ils sont traduits par une personne volontaire. Donc Ouais. admettons un article anglais vers la branche FR. Elle va s'occuper de traduire le texte le plus fidèlement possible. Et une fois que ce sera fait, elle le postera dans les salons critiques où d'autres gens vont venir juger, faire des remarques, essayer d'améliorer le texte, machin, pour avoir une version finale. Et quand les gens jugent que le texte est assez bon pour être publié, ils donnent une validation. Et au bout de 3 validations, le texte est publié sur le site. Ok. Ça, c'est un système qui s'applique aussi bien aux traductions qu'aux articles originaux de notre branche. Et le système de triple validation, c'est un système qui permet aux membres, pas forcément au staff, aux membres de contribuer sur le Discord et sur le site. Ça, c'est que maintenant, n'importe qui peut, entre guillemets, faire une validation pour qu'un article qu'il aime bien ou une traduction qu'il aime bien finisse sur le site outre C'est ça. mesure, quoi. C'est ça, c'est une nouvelle réglementation qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps et qui remplaçait l'ancienne. L'ancienne qui disait qu'une personne pouvait valider un article, et cette personne c'était un greenlighter, il avait un rôle spécial, et c'était son taf de valider les articles. Mais Tout à bon, fait. ça, on n'avait pas beaucoup de greenlighters parce qu'à l'époque on n'était pas très actifs, et du coup ça freinait le processus de publication, donc on a Puis, réformé le système. Puis il y avait certains greenlighters qui étaient un peu épuisés de... Parce Oui, qu'ils voilà. étaient extrêmement sollicités par rapport à C'est ça, c'est la qu'ils étaient validation. ou comparé au nombre de gens qui publiaient en fait. Et c'est déjà ça, mais ensuite, l'avis d'une personne, ok, bon, c'est un greenlighter, il a de l'expérience, machin, mais ça reste quand même l'avis d'une personne, c'est subjectif par rapport à un article. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis en place la triple validation comme ça. 3 personnes peuvent donner leur avis sur un article, pour en Et- faire ressortir le meilleur en fait. Et ce qui, pendant qu'on y est, ça m'intéresse quand même qu'on mentionne, c'est la validation commune quand on s'aide mutuellement et que ça compte pour double. Oui, ça c'est un ajout qu'on a fait après la mise en place de la triple validation. C'est encore une fois pour booster comment dire, pour booster l'activité du serveur et inciter les membres à plus s'impliquer. En gros, si vous mettez un article en critique et qu'il y a quelqu'un d'autre qui met un article en critique et que vous critiquez son article à lui, et inversement, donc que vous faites une critique mutuelle sur vos 2 articles en fait, la validation, si vous vous validez, elle va compter double pour vous deux. Parce que vous avez donné une critique et vous avez reçu une critique en retour à qui va suivre une validation. Donc C'est en ça. fait, au lieu d'avoir besoin de 3 validations pour poster, vous en aurez besoin que de 2, du coup. Et ça, Parce que- l'idée, c'est de Voilà. favoriser le... Je m'excuse, hein, je t'ai coupé. C'est de favoriser l'aide, l'entraide entre les deux auteurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour accélérer le processus des critiques. Parce que bon, Mhm. certes, il y a 2 validations qui sont nécessaires, mais il y a quand même plusieurs personnes entre-temps qui passent sur les critiques en général. Tout à fait. Et puis de toute façon, même si ça réduit le nombre à 2, il y a quand même 2 personnes qui valident. Donc c'est toujours plus efficace. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est un mauvais article, entre guillemets, passe sur le site, il passera par le système de notation Wikidot où s'ils ont un certain vote négatif, un certain nombre C'est ça. de downvotes, ils sont soit réécrits, soit supprimés, c'est ça? C'est ça. Mais bon, encore une fois, vu que tout le monde regarde à peu près les critiques, c'est extrêmement rare, surtout sur notre branche où tout le monde est au courant des articles de tout le monde, où un article assez mauvais finit par atterrir sur le site. Mais si ça arrive, bah effectivement, oui, les gens peuvent downvoter et à ce moment-là, Je crois que l'article c'est... peut être retiré du site. Je crois que c'est même jamais arrivé sur FR qu'un article mauvais passe et se retrouve supprimé. Waouh. Je suis pas là depuis assez longtemps pour le savoir, peut-être Frost, mais à ma connaissance, c'est pas arrivé. En fait, c'est surtout au début, il y avait énormément de traductions qui étaient d'assez mauvaise qualité. En fait, c'est surtout que les œuvres originaux ont été supprimées ou alors ont été massivement downvote. Et donc, de notre côté, on a décidé de les supprimer parce que les traductions étaient de la même qualité que les œuvres originaux. D'accord. Mais sinon, de FR directement, je ne crois qu'on n'a jamais rien supprimé comme page. Non, on n'a supprimé aucune page venant de FR.
Quand tu dis qu'il y avait des mauvaises traductions au début, c'était des traductions un peu Google Trad ou Non, je me suis trompé, c'est pas les traductions qui étaient mauvaises, c'était les c'est articles? qu'en fait, l'article, et vu que l'article était mal écrit, et ben la traduction était mauvaise, mais pas vraiment en fait, vu que les premiers traducteurs, on n'avait pas encore de règles de traduction, par exemple, devoir corriger les fautes ou adapter par rapport au contexte ou à la langue. On était beaucoup plus littéraire. Donc en fait, au niveau orthographique, la qualité était la même. Ce qui fait en vrai, c'est une bonne traduction, mais ça reste un mauvais article. Voilà, Ouais, c'est oui. ça. C'est une bonne traduction d'un mauvais article, Un quoi. mauvais article, et du coup, il se faisait dans le voter. Massivement, parce que l'article Non, original. les traductions en général, ça se faisait pas downvote. On downvote pas les traductions en général, c'est surtout les œuvres originales qui se font downvote massivement. Et ensuite, elles se font supprimer, et donc on les supprime de notre côté aussi. D'accord. Oui, oui, du coup, avec les réécritures et tout ça qui peuvent des fois arriver sur le site anglais, c'est ça? Même pas une question de réécriture, hein, en général, même juste s'il est supprimé chez le site anglais, on le supprime ici aussi. Après, récemment, ça arrive plus trop ce genre de cas de figure. Oui, Encore un peu. heureusement. Voilà. Heureusement, ça a évolué le niveau d'écriture de TS et TS qui est donc la branche anglaise. Et donc on n'a plus trop ce problème-là. Ça concerne surtout les articles venant de la période 2017-2018, la création du wiki, quoi. Euh, 2020. du coup, je vais en profiter pour directement passer pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes de langage. Quand on dit TS ou branche anglaise, c'est la branche originelle où la plupart des gens vont tomber, ou même Feldup a fait sa vidéo dessus, quoi. Avant que FR soit vraiment plus connu dans le domaine francophone. Je notifie quelque chose. Ouais. Ce n'est pas la branche originelle. De base, il n'y a pas de branche originelle. De base, il y avait juste les backrooms. Puis, ils ont décidé de se scinder en plusieurs branches selon la langue parce que il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient avoir des branches inspirées de la manière qu'a fait la fondation SCP. Mais à la base, il n'y a pas vraiment de branche originelle, surtout que le concept des backrooms n'appartient à aucun wiki. Euh, donc c'est relatif. C'est pas le bon terme que j'utiliserais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est parce que pour beaucoup de personnes, ils ont un peu cette vision biaisée qu'il y a certaines choses plus officielles que d'autres, alors que Exactement. c'est pas Ouais, vraiment voilà. adéquat, quoi. Et par exemple, Feldup n'a pas utilisé que le lore du wiki. Feldup s'est permis des libertés. Si on décidait de penser qu'il voulait faire une vidéo sur le wiki, qui est peu probable, euh, en vérité, il a utilisé le lore de beaucoup de wikis différents et en fait, surtout du mythe des backrooms. C'est plutôt le concept des backrooms qu'il a développé. Et du coup, nous, en termes de... Parce qu'il y a, comme tu as pu dire, différents wikis. Nous, on est le Wikidot... on parle à ce moment même du Wikidot francophone, pas du fandom ou de Liminal Archive ou d'un quelconque autre wiki, quoi. Bah, je sais surtout qu'on est la seule branche française liée au backroom. De ce que je Hmm. sais, le fandom français n'existe pas et le Liminal Archive français n'existe pas non plus. Le fandom, il me semble qu'il y en a un, mais que c'est géré par des Espagnols et que c'est vraiment en fait en balbutiement, quoi. C'est pas encore très très démocratisé et qu'il faut attendre que peut-être un francophone prend le dessus de cette branche pour vraiment en avoir une autre, quoi. Vis-à-vis du coup ce site anglais, vous avez des liens avec ou vous faites vraiment votre vie dans votre coin entre guillemets? Un peu des deux en fait, parce que oui, certes, ce n'est pas la branche originale, etc., mais quand même, c'est sur elle que beaucoup de nos modèles et même les modèles des autres branches reposent. C'est vachement inspiré, si vous voulez. Et même de façon générale, les relations internationales, comme c'est TS qui a la plus grosse communauté, le plus gros contenu, etc.,
ils se permettent de gérer, entre guillemets, les relations internationales, parce que de toute façon, ils ont l'avantage de la langue, parce qu'ils ont la langue la plus parlée. Donc de ce point de vue-là, ouais, on est en lien avec TS, avec leurs articles, avec leurs membres, etc. Mais d'un autre côté, en tant que branche à part, bah oui, effectivement, on fait notre vie hein, pour tout ce qui est gestion interne, gestion des articles, des traductions, règlement du site. On a beaucoup en commun parce que bah, c'est pratique. Entre les branches, bah, on reste les mêmes gens, donc il y a besoin des mêmes règles. Mais pour le reste, on est plus ou moins autonome. Enfin, si demain TS venait à disparaître, je pense pas que beaucoup de branches seraient impactées par ça en fait. Ouais, vous serez toujours là et en train Oui, voilà. de faire votre wiki. C'est ça, on fera notre vie de Normalement, notre quoi. côté, c'est sûr. Bah, il y aurait sans doute un petit changement au début, mais à part ça, les choses reviendront petit à petit à la normale, quoi. Imaginons là, aujourd'hui, j'entends parler de la branche FR et j'ai envie de retrouver cette branche sur Internet. Je peux faire ça comment pour retrouver la branche FR du Wikidot? Alors, c'est assez simple. Déjà, on a un compte Twitter. Oui, tout à fait. On a un compte Twitter où vous pouvez, si vous décidez de faire des recherches sur les backrooms ou quoi que ce soit. Aussi, normalement, on arrive assez haut dans la recherche lorsqu'on tape Backroom Wiki. Donc il y a la branche anglaise qui est bien sûr au-dessus. Et en fait, étant donné que Google reconnaît qu'on est une branche du wiki, elle nous met en sous-catégorie du wiki. Et donc vous comprenez, et donc c'est assez explicite. Après, on peut directement taper wiki backroom FR. Alors à ce moment-là, il faudra pas confondre le site Wikidot et le site du fandom, parce qu'ils mettent aussi le site du fandom sur Google, et on n'est pas le fandom. D'après moi, ce que je pourrais conseiller, c'est peut-être de marquer Backroom FR directement, où on tombe, du moins dans mon cas, sur la première recherche sur la branche FR. Après, en général, pour ceux qui sont intéressés, on peut aller sur le site anglais et il faut un peu chercher, mais je sais qu'on peut trouver le hub de traduction avec justement. Depuis le site anglais, d'ailleurs, il me semble que même depuis la page d'accueil, ils ont depuis la page d'accueil, juste en scrollant un peu, vous avez les différentes branches qui existent, donc française, portugaise, polonaise, vietnamienne, espagnole et italienne. D'ailleurs, c'est le cas chez nous aussi. Et il y a aussi les branches Uli. Uli qui est un site pour toutes les langues qui sont sous-représentées. Par exemple, vous avez les communautés arabes, asiatiques comme le japonais et le coréen et d'autres pays. En fait, c'est surtout pour les branches qui n'ont pas encore de site officiel à eux dans leur pays et qui essaient de contribuer quand même, mais voilà, qui n'ont pas pu finir leur site en entier pour qu'il soit viable. Qu'ils ont déjà un petit début. Là, je suis en train de regarder en ce moment. Je vois par exemple des traductions du niveau 0. Beaucoup de traductions du niveau 0, en même temps c'est le premier niveau. Oui, voilà, ça c'est la base d'avoir ça. Et c'est bien, comme ça ils commencent un peu à... Les gens qui sont de ces langues-là et qui parlent pas trop anglais finissent par avoir un peu de contenu, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, ça qui est intéressant avec la branche FR, c'est que beaucoup de gens parlent anglais, mais beaucoup de gens ne parlent pas anglais non plus. Et donc là, ils peuvent très facilement avoir accès aux traductions. Bien qu'il n'y a pas que ça dans la branche FR, il y a aussi vos propres niveaux, vos propres choses. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'articles traduits. Après, c'est toujours plus agréable d'avoir des articles d'autres branches, mais traduits dans sa propre langue. C'est plus confortable pour la lecture. Et puis, ça rend la chose possible, tout simplement, si on ne parle pas la langue en question. Là, par exemple... Oui. Vas-y. Là, par exemple, j'arrive sur les niveaux francophones également. Je vois la tour Eiffel inversée, la salle blanche, le dédale de métro. Et ça, ce sont donc vos propres niveaux que vous avez créés
créé par notre branche, par les membres de notre communauté sur notre Discord. T'as d'ailleurs, pour rejoindre le Discord depuis le site, il y a tout simplement un onglet dans la barre des tâches à gauche qui permet de rejoindre le Discord. Exactement. Exactement. Donc du coup, et par rapport à, je vais dire un gros terme, mais la légitimité des articles français, ils sont bien, entre guillemets, canons, ils sont... Je sais pas si j'arrive vraiment bien à me faire comprendre, mais je veux dire, c'est des vrais articles qui existent dans le lore intrinsèque des backrooms, quoi. Alors, tout dépend du lecteur. Je vais laisser Frost développer. Le lecteur, c'est lui qui décide ce qui est canon ou pas. On peut venir et dire que tout est aussi officiel qu'on veut. Les backrooms comparés au site SCP, ce n'est pas un concept qui nous appartient. Donc les gens peuvent décider de penser qu'il n'y a que le niveau 0, qu'il y en a 48 milliards et qu'en fait il n'y a aucune entité ou ce qu'il veut. Nous c'est simple, sur notre wiki, des auteurs viennent, postent leur niveau, on n'hésite pas à les critiquer, à les remettre par rapport aux autres écrits, donc à un canon, et on essaye de faire en sorte qu'ils soient crédibles et légitimes, comme tu dis, même si c'est pas un bon terme. Les Anglais ont plus de problèmes avec ça. Les Anglais ils sont beaucoup plus dans un plan de liberté, ce qui fait qu'on peut avoir des sortes... j'appellerais pas ça univers alternatif, mais des sortes de backroom alternatifs, et en fait chacun a à peu près sa propre interprétation. Nous de notre côté, chez les Français, on essaye de faire un lore plus centralisé, qui a beaucoup de liens entre chacun, et on est beaucoup plus sur la collaboration, et donc faire en sorte que tout soit canon entre eux-mêmes en fait. Tous les articles soient à peu près canon entre eux-mêmes, et qu'on crée des liens en fait dans cet univers où on peut à peu près tout faire. Un exemple parfait, ce serait, je pense que ça a à peu près commencé avec le niveau 44-FR que j'ai commencé à citer, puis que j'ai décidé de faire un niveau qui suit ce niveau, donc qui s'appelle la grotte, et ensuite il y a quelqu'un actuellement qui est en train de faire une entité sur la grotte, et ainsi de suite, etc. Moi, de mon côté, au niveau de comment je perçois la légitimité, moi, c'est simple. Si vous décidez de faire un article en rapport avec le lore français, n'hésitez pas à demander l'avis des autres auteurs qui ont écrit des choses que vous voulez lier dans votre article ou que vous voulez utiliser. Par exemple, dans mon dernier article pour le concours, où un de mes personnages qui s'appelle Ariane discute avec un autre personnage du lore qui s'appelle Pi, et donc à ce moment-là, je suis allé discuter avec l'auteur de Pi, on a discuté, et on était d'accord pour dire voilà, ça c'est canon, lui il parle de cette manière, voilà leur relation, etc. Donc en fait, si, il y a totalement une légitimité de tous les articles, mais intrinsèque à eux-mêmes. Si un lecteur vient et décide que la moitié du wiki n'est pas canon, bah tant pis pour lui, quoi. C'est ça, il se prive juste de plein de choses qui sont présentes. Après, moi aussi, je fais la même chose, hein. Par exemple, quand j'écris, étant donné que j'ai pas lu tout le wiki anglais, même si j'essaye d'être le plus canon possible par rapport au wiki anglais, des trucs comme le Panthéon, par exemple, ou des entités que je trouve un peu invasives au niveau du lore, je n'hésite pas à ne pas les utiliser parce que, en fait, chacun a son propre headcanon. Et donc en fait, c'est justement ce qui permet la cohérence entre tous les différents wikis qui existent, c'est-à-dire que finalement le fandom et compagnie, c'est juste un univers alternatif des backrooms. Oui, ça c'est le lecteur qui décide, hein. Ça c'est le lecteur qui décide ce qu'il veut. Moi je les prends pas en considération. Mais si on parle des branches, on a un univers à peu près crédible, donc on a des lois, par exemple que les backrooms, il y a plusieurs niveaux, et une certaine canonicité par rapport
à certains faits, comme le fait qu'on peut no-clip. Si un jour il y a un auteur qui vient et qui décide que le no-clip ça n'existe pas, chez nous ça va poser problème. On essaye de rester assez centré, assez en accord avec nous-mêmes, comme je l'ai expliqué. Chez les Anglais, je sais pas, et chez les autres wikis, bah c'est chez les autres wikis quoi. Moi je les lis pas, eux peut-être qu'ils nous lisent pas, etc. Je comprends, ouais. Après, oui, les backrooms, c'est pas une marque déposée. C'est-à-dire que dans le Oui. fandom, ou par exemple la version d'Oken Pixel ou autre, bah, chacun fait ce qu'il veut avec son univers et les personnes qui lisent ou qui regardent, dans le cas de Ken Pixel, ont leur version préférée des backrooms. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas cantonnés à la nôtre. Après, dans notre wiki, pour compléter ce que disait Frost, de façon tout à fait factuelle sur les articles, oui, tous les articles de toutes les branches se valent. Par exemple, là, récemment, on a fait un article sur le no-clip, donc le phénomène du no-clip. On a fait un article FR, sachant qu'il y avait déjà un article EN qui existait. Et d'ailleurs, le phénomène va être traduit chez EN, donc il y aura les 2 articles sur le site. Mais les 2 n'entrent pas du tout en contradiction. D'accord. Donc je me permets, je vais peut-être utiliser un gros terme, mais quand par exemple Frost, tu expliquais que tu t'étais basé du 44FR, que tu avais fait la grotte et que quelqu'un allait faire une entité sur la grotte, ça peut un peu être vu comme une sorte de Lego où c'est une base qu'on ajoute des choses petit à petit au-dessus pour faire une plus grosse structure. Ouais, tout à fait, mais rien n'oblige à le faire. Si on a envie de faire son article dans son coin, avec son propre lore ou même pas du tout, si on a juste envie de faire un truc sympa, bah go en fait. Là, c'est juste parce que l'article plaît, le lore commence à se former et ça plaît aux gens, donc les gens écrivent dessus, c'est tout. Ok. Mais oui, c'est un système qui est très flexible du coup, parce que si on veut écrire dans son coin, on peut. Et si on a envie de contribuer sur d'autres œuvres, et ben, avec l'accord des auteurs, s'il y a besoin, on peut aussi. Et imaginons, moi, je suis quelqu'un qui connaissait pas la branche FR et je suis pas forcément intéressé par les traductions, mais directement le lore que vous avez créé. Est-ce qu'il y a des articles par où commencer ou Les Oui, articles sont liés, mais après ça dépend. Déjà, ça dépend du lore parce qu'on a plusieurs lores. Ils sont certes naissants parce que la branche est encore jeune, mais il y en a plusieurs, donc il faut voir ce qui nous intéresse. Et en fonction de ces lores, oui, il y a plusieurs articles par lesquels il faut commencer. Mais moi vas-y. je pense qu'il y a une certaine continuité. Et en fait, non, il n'y a pas vraiment plusieurs lores. En fait, il y a un seul lore, mais, qui sont faits en embranchement, par exemple. C'est des branches qui se rejoignent, qui se délient, etc. Et donc, si vous voulez des introductions, bien sûr, le niveau 0, effectivement. Ensuite, ce que je dirais... Je pense qu'on se concentre plutôt sur FR là. Oui, c'est ce que je dis. Mais donc, le niveau 0, c'est un peu une base, quoi. Genre, si on n'a pas ouais, le niveau 0... Pour introduire le niveau. Ensuite, je conseillerais Lisa et la boîte de Pandore, qui sont 2 contes assez courts. Après ça, si on décide de repartir, donc ces contes sont un peu des introductions à l'ambiance des backrooms. Si on veut lire un niveau FR, celui que je conseillerais, quelque chose d'assez court, je conseillerais la grotte. Quelque chose d'assez long, je conseillerais la suite, les deux qui sont 44 et 45-FR qui se suivent. Et l'immeuble dans les collines, si vous êtes paré à lire quelque chose d'assez mastoc, qui demande de la lecture à côté, vu que ça fait partie du groupe que j'allais donc parler. Après avoir lu donc ces introductions assez classiques comme des niveaux, il y a les groupes, et le groupe principal de la branche française, c'est le Cercle Ariane. Il y a la page dans Bibliothèque Groupe, vous avez la page du Cercle Ariane qui est assez dense, qui ne nécessite pas d'être lue en entièreté, mais où il y a énormément d'informations qui peuvent vous permettre de comprendre les articles qui y sont liés.
Et vous avez une liste de tous les articles qui y sont liés dans base de données, où par exemple on a 5 niveaux, 2 entités, un groupe, un objet. Voilà, il y a de quoi faire. Exactement, ouais. De façon générale, sur les différentes branches, les groupes sont des intersections de l'or, en fait. C'est pas des intersections, mais des nœuds, des points névralgiques où on concentre du lore et on dirige vers les articles qui ont ce même lore. Et Donc c'est donc, intéressant de lire. continue. Ouais, c'est intéressant de lire à la fois les articles et les canons. Bon, pour l'instant, on n'a pas de canon, mais même sur TS. Par contre, les canons, c'est autre chose. Faut, Ah faut oui, mais c'est du introduire lore. les, faut introduire les choses petit à petit. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais heureusement pour ça, on n'a pas encore de canon, mais ça va pas tarder. Ouais, c'est ce Mais que les j'ai pu gens comprendre. ne comprennent pas quand tu dis canon pour l'instant. Ensuite, il y a les entités. Et pour les entités, ce que je conseillerais, ce serait les imperceptibles, les mains et les bras, et Jinx. Voilà. C'est des entités assez simples qui ont une ambiance bien à eux, mais qui sont qui restent un peu dans la liminalité et dans l'ambiance des backrooms. Ensuite, il y a une nouvelle catégorie qui est arrivée récemment, qui s'appelle les phénomènes. Donc, qui sont des phénomènes uniques qui se passent uniquement dans les backrooms. Et par exemple, un phénomène très connu que je vous invite à lire, phénomène 1-FR, le no-clip. Dont on Donc, parlait tout à l'heure. voilà. Et donc, le no-clip, c'est vraiment une page entière qui explique comment fonctionne le no-clip et pourquoi c'est un élément important des backrooms qui est important pour tout vagabond. Il y a aussi la numérification, si vous aimez beaucoup les phénomènes, qui lui est un peu plus méta, et qui parle de pourquoi en fait les niveaux sont numérotés. Mais je vous laisse lire ça. Et ça sera à peu près tout. Il y a il y a les comptes, mais les comptes, je vous en ai déjà donné quelques recommandations. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les canons et les personnages d'intérêt, les personnes d'intérêt plutôt, qui ne sont pas encore disponibles, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle des gros morceaux. Les canons, ce sont des parties de l'univers des backrooms qui racontent quelque chose de centré sur lui-même. C'est une partie du lore qui est vraiment centrée sur lui-même. C'est Par un exemple, univers dans l'univers. voilà. Par exemple, chez les Anglais, ou ça peut être aussi des univers alternatifs, et chez les Oui. Anglais, par exemple, on a le canon d'Ecoy, qui est en fait un canon qui raconte la fin des backrooms, le fait que petit à petit les backrooms commencent à s'effacer et on voit en fait à travers ce canon la fin du monde, la fin des backrooms en fait et comment réagissent les gens, les entités, les groupes et les backrooms eux-mêmes. On a aussi des canons qui sont liés directement à des groupes ou à un pan total du lore comme les Black Knights, qui sont des entités uniques qui sont vues très peu de fois par des humains, euh, mais qui ont des choses à raconter et qui ont une histoire bien à eux. C'est les canons, si vous préférez, c'est des sortes de hors-série en fait. Et c'est des gros morceaux qu'on n'a pas encore entamés. Il y en a un en production, mais il est en production. Et les personnes d'intérêt, ce sont des personnages du lore des backrooms qui sont uniques et qui ont une étrangeté qui sont documentés et qui sont disponibles à la lecture. Ça peut être des personnes qui sont hostiles, euh, pacifistes ou bienveillants. Ça peut être des humains comme des humains altérés ou d'autres créatures quelles qu'elles soient. Et actuellement, on n'en a pas à part un en production qui est Ariane, qui est liée au cercle Ariane et au Meg. Mais c'est une humaine assez lambda. Et on a aussi Nyx, qui est elle une entité slash alien qui a une relation assez pacifiste avec les humains
et qui se découvrent mutuellement. Mais donc, c'est toujours des œuvres en écriture. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le topo sur ce qu'il y a à lire. Et ensuite, faites-vous plaisir, naviguez. Il doit y avoir environ une trentaine, quarantaine d'articles à lire actuellement. Donc il y a de quoi faire. De toute façon, je vais essayer de mettre tous les articles du style Lisa et de ça en commentaire pour les gens qui veulent plus facilement les retrouver. Par où est-ce que je vais continuer? Tac, tac, tac. Oui, on va en parler brièvement, mais vous traduisez pas que les articles anglais d'après ce que j'ai pu voir. Du moins, c'est très récent, mais j'ai vu quelques articles russes dans le coin. Alors oui, Oui, mais les traductions internationales, c'est compliqué parce que Tout le monde parle pas russe. voilà, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend le temps de traduire un article en russe. Le problème, c'est que cet article-là, comme c'est une traduction, il passe quand même par le processus de critique et de triple validation. Donc ça veut dire qu'il faut maximum 3 personnes qui parlent la même langue pour juger de la qualité de l'article. Donc c'est pour ça que là, on a la chance d'avoir des articles russes, mais c'est aussi pour ça que pour l'instant, on n'a rien dans les autres branches, parce que on est pas assez pour parler la langue en fait. Tout à fait. et aussi parce que c'est surtout par rapport à du relationnel. Par exemple, il y a plusieurs personnes de la branche russe qui ont des bases en français et qui ont un lien avec la branche française. Et il y a des Français qui connaissent le russe et qui sont capables de dire si c'est une bonne ou une mauvaise traduction. Ça pourrait arriver aussi avec les Japonais, s'il y avait des Japonais qui décidaient de nous rejoindre et qui auraient une base de français ou d'anglais, hein, ou d'anglais, ça vaut pour les deux. Il y a des gens qui ont qui ont des bases fortes en japonais et qui pourraient s'occuper de critiquer des traductions japonaises. Et ça marche pour d'autres langues encore, mais faut-il encore avoir le lien entre ces différentes branches? Voilà, D'accord. donc il y a 2 problèmes pour le prix d'un en fait. Ouais, c'est vrai que c'est bien plus compliqué de traduire Là, un article. on essaye de faire au maximum de traductions dans le wiki pour découvrir des articles venant d'à peu près tous les endroits. Bon, maintenant, imaginons, j'arrive sur votre site, je regarde un petit peu autour, mais j'ai envie de devenir membre. Comment je fais? Alors, c'est très simple. Accueil, première page du wiki. Oui, non, bien sûr. Vous avez l'introduction au wiki, donc le texte original, le Discord, qui est un peu obligatoire à rejoindre, le Twitter pour suivre les nouvelles publications et les concours, et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, rejoignez-nous, où en fait, vous allez pouvoir saisir une explication de pourquoi vous voulez devenir membre du wiki. En fait, ça veut simplement dire que votre compte Wikidot, qui est à la base un simple compte Wikidot, devient membre du wiki et peut donc écrire des pages. Écrire des pages ou soumettre des votes ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Ce qui est demandé, c'est assez simple. C'est votre âge, parce qu'il y a une limite d'âge qui est de 15 ans, qui est donc une limite d'âge officielle par la RGPD. Normalement, selon les lois françaises, personne n'est autorisé à être sur Internet avant ses 15 ou 13 ans, je ne sais plus. 13 ans, il me semble, mais je préfère quand même Mais mieux oui. préconiser 15. Voilà. Mais bien sûr, tout le monde sait, même le gouvernement lui-même le sait, que personne ne respecte cette règle. Donc nous, par contre, on fait très attention à avoir des membres de plus de 15 ans, étant donné que notre site, qui est un site d'horreur, peut contenir des propos, des scènes ou des imageries violentes. Après, ce que je tiens à préciser, c'est que la plupart des articles trash, ils ont quand même une petite signalétique avant pour signaler que cet Oui, article tout à est fait. particulièrement choquant. Et Quoi. aussi, il y en a très peu en vérité.
en vérité, si vous avez besoin d'utiliser des mots trash, etc., pour montrer quelque chose de trash, c'est que soit c'est fait exprès et c'est bien fait, soit c'est de l'amateurisme et c'est assez ridicule. Voilà. Par exemple, pour faire une petite divergence, et après on revient sur rejoindre le site, il y avait une proposition qui était une école qui était faite à base des membres des enfants de cette école. Donc bien sûr, le niveau a été refusé immédiatement parce que c'était du gore qui n'apportait rien à rien. Ouais, je me souviens de cette histoire. C'était du gore uniquement pour être trash, et c'est parce qu'on cherche dans un univers d'horreur, on cherche à faire peur, que ça puisse passer par le sang, mais aussi par les émotions, et le trash ne fait pas peur. En général, c'est surtout ridicule. Euh, donc, petite parenthèse fermée. Donc vous comprenez pourquoi le plus 15. Et ensuite, il faudra simplement une explication de pourquoi vous êtes là, pour être sûr que vous êtes motivé. Et ensuite, c'est simple, vous êtes accepté. Et vous pouvez commencer à aller sur la sandbox et créer votre première itération d'idées, si vous en avez envie. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, où vous pourrez démarrer vos écrits, etc., et les montrer aux autres membres sur le Discord que vous avez rejoint. Le Discord, quant à lui, c'est de la même manière, il y a une certaine vérification. On va vous demander une vérification, ainsi que d'avoir lu toutes les règles pour être sûr que vous savez où vous êtes et que vous êtes en pleine conscience de vos actes. Sachant que la vérification peut prendre du temps parce qu'elle se fait manuellement, c'est nous, le staff, qui vérifions que tout est respecté avant de vous mettre un rôle. Voilà, exactement. Et après ça, donc vous avez le Discord, vous êtes membre et vous avez votre sandbox. Vous avez lu ce qui vous faisait plaisir et maintenant vous êtes prêt à rejoindre l'aventure des backrooms francophones. Je tiens quand même à en parler pour ceux qui... Alors donc c'est de plus en plus rare, mais je sais qu'il y a eu des cas comme ça, de personnes qui ont tenté de communiquer par le forum, leur dire qu'il est inactif et qu'il faut vraiment aller sur le Discord ou le Twitter. Je sais pas s'ils peuvent communiquer par le Twitter directement. Ils peuvent mettre des commentaires sous les tweets, bien sûr, mais Le c'est mieux pas... c'est d'aller Le mieux, directement ça sur reste Discord, quoi. Discord, ouais, tout à fait. Histoire que qu'ils écrivent pas et qu'ils se retrouvent pas sans réponse parce qu'ils ont tenté d'utiliser le forum ou ce genre de choses, quoi. On n'utilise presque pas le forum parce que Discord est plus dynamique. Et c'est toute mieux façon. depuis qu'il existe, quoi. C'est ça. Parce qu'en plus, le forum, on n'a pas de notification quand les gens envoient des messages, donc il faut vérifier. En fait, il faut bien comprendre que le forum, c'est une partie du Wikidot qui fonctionne plus parfaitement. Et aussi, donc on n'a pas de notification. Et surtout, c'est pas le moyen le plus clean de communiquer avec des gens. C'est surtout pour mettre des propositions d'écrit ou faire des suggestions, ce genre de choses, mais vous pouvez aussi faire ça sur le Discord. Donc c'est une partie du wiki qu'on a délibérément mis de côté parce que c'est une option moins efficace que le Discord. Est-ce qu'il y a des conseils en particulier autres que d'aller lire les règles que vous donnerez à un nouveau venu ou... Oui, il y a le hub des guides. Qui est accessible aussi sur la page d'accueil, où en fait c'est à peu près les guides pour toute personne qui ont envie soit de comprendre comment le wiki fonctionne, soit de écrire pour le wiki. Et donc on a plusieurs pages actuellement, toutes ne sont pas traduites, mais on a déjà l'ambiance des backrooms, les astuces d'écriture, les politiques de critique, comment est-ce que fonctionne une critique, les guides de publication, comment vous pouvez publier un article, et aussi la syntaxe de Wikidot, étant donné que Wikidot utilise son propre code,
qui peut être assez dur à comprendre en étant non initié. Et ensuite, 2 pages qui sont très importantes, qui sont comment écrire un niveau et comment écrire une entité. Et donc j'invite vraiment toute personne à lire tous ces guides, ainsi que dans le channel Discord Info Écriture, où vous allez vraiment avoir toutes les étapes réunies, toutes les informations, des ressources aussi, des outils, des logiciels, des sites qui peuvent être utiles. Surtout des correcteurs orthographiques, par exemple. Voilà. Et aussi, vous aurez aussi la chose la plus importante, je trouve, qui est les licences pour comprendre comment fonctionne en fait ce que vous écrivez, comment ça se passe si quelqu'un vole votre idée, comment ça se passe si vous volez l'idée de quelqu'un, comment ça se passe si vous utilisez une image qui n'est pas libre de droit, etc. C'est vrai qu'au début ça peut faire un peu peur, mais l'explication dans Info Écriture est totalement compréhensible pour n'importe quelle personne qui a du mal avec les licences, et on peut vous assurer que ce que vous écrivez est protégé en fait par la loi. Pareillement, si, imaginons, j'ai envie de commencer une traduction, il y a un article que j'aime beaucoup du site anglais, j'ai envie de le traduire en français. Comment ça se passe ? Bah, encore une fois, ça se passe sur le Discord. C'est en plusieurs étapes. Tout est dit dans le guide de publication, D'accord. étape par étape. Donc, dans ce cas-là, c'est tout simplement aller dans un salon du Discord spécifique, la réservation des traductions, où on dit l'article, enfin, où on marque l'article qu'on a envie de traduire, pour le réserver, en gros, pour que personne ne le fasse en même temps que nous. Et ensuite, bah, le processus est le même que pour écrire un article original, plus ou moins. C'est-à-dire, on va sur une sandbox, on édite la page, on fait sa traduction, on enregistre, machin, et on passe le tout en critique. Et c'est la même chose pour peu importe l'origine des articles, hein, que ce soit la branche anglaise, russe, Oui, italienne, etc. C'est comme C'est ça universel. que tout fonctionne. Il y a encore des petites différences. Par exemple, il me semble que le site anglais, il est encore sur un système de Greenlight. Oui, que- mais la différence, c'est qu'eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont, Ils ont plus je de sais membres. pas, voilà, ils ont, je sais pas, plus de 3000 membres, il me semble. Ils ont une dizaine de Greenlighters, peut-être, donc ouais, eux, ils peuvent se le permettre. Nous, non. Ouais, parce qu'après, bah, Thème. c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre branche à l'heure actuelle ? Nous, c'est simple, c'est la stabilité. On essaye d'être le plus efficace et le plus stable possible afin de pouvoir croître plus ou moins rapidement ou de manière au moins, comment dire, linéaire, qu'on puisse être prêt à accueillir toutes les nouvelles personnes, s'occuper de de chaque personne qui veuille écrire avec des critiques, des conseils, etc. Et qu'on puisse apprendre à connaître tous les membres de notre communauté. Parce que actuellement on est une communauté déjà assez grande pour des écrivains. Et ce qui est important en fait, c'est des personnes, c'est que les gens qui nous rejoignent soient des personnes qui décident d'être actifs. Parce que c'est bien beau d'avoir 500, 1000 membres, etc. Mais si les 1000 membres, mais s'il y a pas au moins 20% de toutes ces personnes-là qui ne sont pas actives, Ça sert à rien, quoi. ça sert à rien. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment stabilité, progression relative au nombre de personnes qui arrivent, etc. Et on essaye vraiment de faire en sorte que chacun se sente bien, devienne actif et produise quelque chose qui lui plaît et qui plaît aux autres. Ok. Idem pour le site. Là, la direction dans laquelle on va, c'est... Là, on est parti sur la direction du lore, donc on essaie de bien solidifier, bien ancrer le lore de notre branche à travers plusieurs articles. Là, c'était l'objectif, pas forcément conscient, mais l'objectif quand même qu'on a accompli cette année, donc c'est plutôt cool. Et pour la suite, ben, on va essayer de continuer, quoi. Continuer, faire le cercle Ariane, faire Ça. tous les petits embranchements de l'or. Ariane, tout à fait.
Il y a aussi de type comme on avait déjà réussi à faire en sorte que le wiki soit visible parce qu'avant Google nous mettait à la 3e page, je crois, ou la 2e page de Google. On a fait beaucoup de changements sur le site pour qu'il puisse être visible depuis Google, ce qui fait qu'aujourd'hui il est au moins à la 3e place. Tout à fait. Donc ça c'était un de nos objectifs qui nous a pris beaucoup de temps parce que c'est en fait du code algorithmique de Google qui demande d'être mis à jour, etc. Donc c'était déjà un petit travail. Ensuite, on a commencé à réfléchir aux réseaux sociaux. Actuellement, il n'y a que le Twitter. Mais dans le futur, si on a des membres qui sont plus ou moins à l'aise avec les réseaux sociaux, on pourrait avoir de plus en plus de réseaux sociaux comme par exemple actuellement Twitter, non, euh, Instagram qui serait agréable à avoir et dans un monde parfait YouTube, mais c'est beaucoup demandé. Ouais, tout à fait. Par ailleurs, c'est vrai que on n'en avait pas trop parlé, mais ce qui est intéressant pour ceux qui ne peuvent pas, pour une certaine raison, aller sur Discord ou quoi que ce soit, que sur le Twitter, vous mettez toujours les dernières sorties, du moins Oui. il me semble, traduction ou articles originaux ou les deux. Les deux, et des choses en plus comme les fan art par exemple, en rapport avec le lore ou la branche FR. Et oui, effectivement, on essaie de faire en sorte que le Twitter soit toujours à jour par rapport aux sorties. Pour vous, comment on fait un bon article des backrooms? Alors, Je pense que Loulou va d'abord donner sa version et après la mienne. yes. Il y a plusieurs critères qui font qu'un article peut être bon ou pas. Déjà, je pense, selon moi, le critère le plus important, c'est d'avoir une idée solide avec laquelle travailler, genre une idée cohérente avec des gros guillemets qu'on peut pas voir sur la vidéo. Mais savoir d'où on part, ça permet en gros d'avoir une ligne directrice de ce à quoi va ressembler l'article, de quoi il va parler, de comment il va en parler, etc. S'il veut transmettre des émotions, de comment il va les transmettre, ce genre de choses. De même que le thème. Parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de... Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons d'exprimer sa vision des backrooms. Par exemple, les articles qu'a cité Frost sur comment s'introduire, je dirais, à l'univers des backrooms, c'est plutôt des articles portés sur l'horreur, la solitude, le cadre de base des backrooms en soi. Mais il n'existe pas que ça. Il y a beaucoup d'articles, même sur notre branche, qui parlent par exemple des aspects positifs ou de la vision merveilleuse, encore une fois avec des guillemets, que pourraient avoir les backrooms. Que ce soit sur le plan esthétique de certains niveaux ou de certaines entités, ou sur la façon optimiste qu'on pourrait où des survivants pourraient survivre dedans. Par exemple, je sais que moi, j'ai fait beaucoup d'articles horrifiques, mais aussi beaucoup d'articles relativement sympas avec les êtres humains piégés dans les backrooms. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est avoir une idée claire de ce qu'on veut, une idée solide qui s'ancre dans le contexte des backrooms, que ce soit de façon horrifique ou autre, comme par exemple le niveau 14FR, qui est un niveau esthétiquement sympa, et où il s'y passe des choses relativement sympas aussi. Je vais pas spoil, je vous laisse le plaisir de le lire. Le découvrir. Voilà, tout à fait. Donc la base, ce serait ça. Ensuite, le plus important, c'est également, je pense, le regard des autres, surtout en critique, parce que vous avez votre idée, vous avez fait votre article peut être très bien, mais c'est pas parce qu'il est très bien qu'on ne peut rien y ajouter. Donc la phase critique est aussi pour moi très important, parce que les gens, non seulement peuvent corriger vos articles, mais aussi y ajouter des choses en faisant des suggestions ou autres, qui peuvent améliorer dans certains cas drastiquement la qualité de l'article en question. Donc c'est pour moi vraiment les deux aspects qui rendent un article bon. C'est l'idée, bon évidemment la façon dont cette idée est exploitée, et aussi l'avis des autres en phase de critique, pour donner un produit fini le meilleur possible en fait. T'as envie d'y ajouter quelque chose, Frost? Alors moi je vais expliquer ma version.
qui sera beaucoup plus subjectif. Pour moi, un article backroom, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui construisent le lore et ceux qui utilisent le lore. Construire le lore, c'est par exemple créer un niveau euh, from scratch, de nulle part, euh, qui va être un terrain de jeu ou n'importe quoi qui permettra de raconter une histoire en lien avec. Utiliser l'or, c'est des articles, par exemple, comme des entités ou une entité, par exemple, le niveau qu'on vient de citer, qui est un terrain de jeu. Imaginons que maintenant, on soit un autre auteur et on se dise, ah, ce terrain de jeu, je me demande quel type d'entité il pourrait y avoir. Et je vais créer une entité en utilisant le lore de ce niveau et ce niveau pour créer une entité unique à ce niveau-là. Et donc là, ça crée du lore et aussi ça l'utilise, bien sûr. Mais donc, c'est déjà des articles que j'apprécie déjà plus, c'est ceux qui utilisent le lore, quelque chose de déjà présent, pour faire quelque chose qui raconte une histoire. Donc, par exemple, cette entité, ça pourrait être des enfants, et on pourrait expliquer pourquoi le destin des enfants dans les backrooms, par exemple. Moi, c'est surtout comme ça que j'écris, c'est que j'utilise le lore qui est déjà gigantesque des backrooms pour écrire mes histoires. Ça m'arrive très rarement d'écrire des niveaux, par exemple. Euh, et donc, j'hésite pas à faire des liens, à raconter des choses en lien avec d'autres trucs qui existent déjà. Mes écrits, ça ressemble un peu à des racines qui prennent forme grâce aux racines de... Un arbre qui prend racine. Ouais, t'inquiète, on a sur les- compris. Ouais. Voilà, par exemple, ce que dit Frost, moi, c'est tout à fait... pas tout à fait l'inverse, parce que je récupère aussi du lore. Mais de mon côté, j'ai plus tendance à en créer à partir de rien. Mes niveaux, mes entités, je les fais de mon côté pour mon lore, bien que je récupère un petit peu du lore préexistant, notamment celui du CA. Mais voilà, c'est deux visions différentes. Après, les deux sont bonnes. Oui, C'est les juste, deux c'est juste pour dire que les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Et les donc, deux pour continuer ce que je disais, sont bien. c'est surtout au niveau de l'utilisation du lore, d'être respectueux par rapport au lore des autres, de ne pas le mettre à la poubelle juste parce que vous ne l'aimez pas, et de faire quelque chose qui vous plaise à vous, mais qui plaise aussi aux autres, et que si ça plaît pas aux autres, c'est peut-être vous le problème, et d'essayer de rester aussi dans l'optique des backrooms, mais ne pas être non plus bloqué dans cette ambiance du niveau zéro et de ne rien découvrir d'autre en fait. Il pourrait tout y avoir dans les backrooms. Pour moi, les backrooms, c'est un univers rempli de plein d'univers, et il pourrait y avoir autant des choses drôles, tristes, violentes, mignonnes, romantiques, Tout à euh, fait. et ainsi de suite. Et je pense pas il faille rester dans l'ambiance niveau zéro, dark, il y a personne, où il y a une entité qui fait un peu creepy, tu vois. Par Voilà. exemple, vraiment un cas d'un article qui serait terrible, ce serait que je prends la source de ton niveau 16, je fais n'importe quoi avec, sans que ce soit vu avec toi, et qui dénature complètement ton article original, quoi. Bah, ça, Oui, c'est oui, ça c'est du manque de respect en effet. Bah ouais, mais c'est pas pareil parce que là, on parle vraiment de la légitimité à faire un article. Alors qu'à la base, on parlait de si un article est bon ou pas. Un article pas bon, ce serait par exemple un article pas inspiré, avec un concept pas très original. Bon, principalement, ce qu'on n'aime pas, ce serait typiquement une entité ultra méchante qui tue pour tuer Ouais, quelque et chose qui empêcherait qu'on visite un endroit. Enfin, un truc vraiment plat, entre guillemets. quelque chose qui raconte rien, quoi. Voilà, quelque chose qui n'apporte absolument rien. Quand on lit un niveau, on peut éprouver toutes sortes d'émotions en fonction de ce qu'a décidé l'auteur, mais surtout, on découvre un morceau d'un univers, en fait. On va à un endroit où on parle d'une entité qui peut rappeler, parce que c'est ça aussi la nature de Backroom, qui peut rappeler ce qu'on connaît, mais avec des choses différentes dedans. Et ça a un fond, ça parle. Une créature random qui fait des trucs random sans aucune explication, ça parle pas. C'est ça que j'essaye de dire. Oui, je comprends. En fait, en général, l'idée, c'est de
c'est bien de vouloir faire un article backroom, mais c'est mieux d'avoir une idée derrière et une direction et l'envie de raconter quelque chose plutôt que d'avoir son propre article, quoi. Surtout l'envie de raconter quelque chose de précis, en fait. Hmm. L'envie d'apporter quelque chose. Ouais, de ramener sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. Si je vous posais la même question, mais pour les traductions, je pense que ça paraîtra évident, tout ce qui est les traductions un peu Google Trad ou ce genre de choses. Mais dans un domaine plus général, comment en fait vous faites les traductions? Bah, ça, c'est vraiment parce qu'on va pas empêcher les gens de traduire ce qu'ils veulent. Donc, du coup, vraiment, c'est aux gens de choisir les articles qu'ils aiment pour traduire. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt, est-ce que vous êtes dans la traduction reformulation, dans la traduction littérale, ou est-ce que... Bah, par rapport à notre, du coup, par rapport à notre règlement sur comment traduire, il vaut mieux, comment dire, il vaut mieux traduire pas de façon littérale, mais de façon à garder le même sens que la phrase. Parce qu'il y a des expressions en anglais qui sont incompatibles avec des traductions en français ou inversement. Il y a des phrases qui sont juste mal tournées parce que l'article est de mauvaise qualité et qu'on se permet de réécrire tant que le sens original est gardé. C'est un peu plus subtil que les gens pourraient avoir tendance à croire. Mais en gros, voilà, c'est surtout basé sur les règles de comment on traduit un article. Après, les gens sont libres de traduire ce qu'ils veulent. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas une interdiction de traduire, je sais pas, j'aime bien le niveau 307, il n'y a pas d'interdiction à ce que je traduise ce niveau, quoi. Non. Les seuls cas où on interdit une traduction, enfin, ou du moins on déconseille très fortement une traduction, c'est dans les cas où les articles originaux sont en cours de réécriture, parce que ça sert à rien. Et s'il y a une controverse en cours, soit avec le niveau, soit avec l'article, soit avec l'auteur, etc., et qu'il y a un fort risque que l'article soit retiré du site pour une raison X ou Y. Là, on déconseille très fortement de traduire parce que ce serait sûrement des efforts pour rien, en fait. Est-ce que vous pourrez me dire, grosso modo, la licence qu'utilise le Wikidot et comment elle s'applique? Si, imaginons, j'ai envie de faire un jeu backroom, comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le contenu du wiki? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce qu'il faut que je cite des auteurs? Est-ce qu'il faut que je fasse certaines choses? Comment ça se passe? Je ne vais pas m'exprimer dessus. Alors, Ouais. pour tout ce qui est licence, c'est une licence officielle qui s'appelle Creative Commons. Cette licence, en fait, elle permet de créer des choses qui sont accessibles à tout le monde, que tout le monde peut réutiliser, lire, citer, etc. Mais qui doivent être toujours créditées et linkées vers l'objet original. Donc, un article, par exemple, si vous décidez d'utiliser un article, il va se passer deux choses. Soit vous utilisez quelque chose Creative Commons pour l'écrire, soit vous êtes utilisé avec cette licence, votre article. Comment dire? Vous cherchez une image pour votre niveau. Vous trouvez une belle image. Cette image, il y a écrit qu'elle ne peut pas être utilisée à des fins non lucratives et lucratives. Là, en fait, ça veut dire que elle a un copyright et que vous ne pouvez pas vous la réapproprier. Alors qu'une image Creative Commons, ce qu'elle dit, c'est que vous avez le droit de l'utiliser de la manière que vous voulez. Vous avez aussi le droit de la modifier, mais vous devrez toujours créditer l'auteur et linker vers la page. Ce qui est le minimum du respect. Et donc, en fait, vous pourrez utiliser toutes les images qui sont Creative Commons à votre disposition sur Internet. Et par exemple, sur le Discord, il y a des liens vers tous les sites qui font des images Creative Commons. Donc ça, c'est à peu près la base pour tous les auteurs qui veulent utiliser une image ou un autre texte, par exemple. Si par exemple, on décide de faire un jeu sur votre article ou sur le wiki, ce qui va se passer, c'est que le créateur du jeu va venir vous voir et va vous demander, selon le wiki, donc ce qui est écrit dans la page
dans la page d'accueil qui notifie que le wiki est sous Creative Commons, on me demande d'avoir ton autorisation ainsi que un lien vers ton article pour pouvoir faire mon jeu. Est-ce que vous m'y autorisez ou pas? Vous pouvez autoriser ou non, mais en général, vous n'êtes pas autorisé à refuser. Si vous devez refuser, ce sera à l'amiable avec le créateur du jeu, parce que vous avez décidé de créer quelque chose qui est Creative Commons, donc qui est à la portée de tout le monde. Tant que vous êtes crédité, tout va bien. Mais bien sûr, ça se voit à l'amiable avec le créateur du jeu. Et donc à ce moment-là, tant que vous êtes cité à un moment donné dans le jeu peut être sur le marché. Maintenant, la question, c'est le prix du jeu. Si la majorité des jeux Backroom sont gratuits, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils utilisent souvent des articles du wiki, et donc qui sont sous la Creative Commons, et la Creative Commons interdit la commercialisation. Ou alors, il faut le faire à l'amiable avec l'auteur. Par exemple, pour le jeu, si vous êtes l'auteur de votre article et qu'on décide de faire un jeu, vous pouvez décider soit que le créateur peut se permettre de le faire au prix qu'il veut et qu'il garde tout, ou alors que vous prenez un pourcentage. Pour le wiki, en général, on refuse. S'il y a cependant des jeux payants, c'est parce que, donc, comme je vous ai dit, soit ils ont l'autorisation, soit en fait, étant donné que tous les backrooms, les backrooms ne sont pas un concept qui appartient au wiki, ils utilisent leur propre lore des backrooms. Et donc à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec le wiki, et il peut être commercialisé à 120 €, à 10 centimes, c'est pas notre problème. Tant qu'ils n'utilisent pas des choses qui viennent du wiki, tout va bien. Voilà, par exemple, j'ai pas le droit de vendre mon jeu Backroom, de faire, je sais pas, mettre les smileys, sans créditer l'auteur original des smileys, quoi. Après, bon, disons que y a des gens qui se le permettent, quoi, genre. Mais normalement, Escape the Backrooms, je n'ai aucune idée de s'ils ont demandé l'accord à tous les auteurs, etc. Bon, en tout cas, il y a les Smilers. S'ils n'ont pas demandé l'auteur, bah, c'est qu'ils s'en battent les couilles. S'ils ont demandé l'auteur, c'est tant mieux pour les deux. Ouais, normalement, ouais, faut toujours demander. C'est comme ça que fonctionne, et c'est le respect de la licence, quoi. Voilà. Et donc, bien sûr, on peut vous mettre des poursuites, et ne pensez pas que ce sont des poursuites dans le vent. À ce moment-là, ce n'est pas du tout la personne qui paye, étant donné que le Creative Commons, c'est quelque chose qui est international. Ce n'est pas vous qui l'avez mis comme ça, c'est international, ça fonctionne comme ça. C'est l'État lui-même qui va s'occuper de cette histoire. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec SCP Arts, qui avait volé du contenu SCP à des gens. Et en fait, ils ont eu un gros procès où ils ont perdu de l'argent, et je ne sais plus s'ils sont allés en prison ou pas. Mais donc ça a pris des tenants très sérieux, parce qu'en fait, ils sous-estimaient la licence Creative Commons. Voilà. Donc c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on puisse tous écrire en paix, sans se copier, et dans un respect mutuel. Ouais. Voilà. Exactement. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez rajouter, ou que vous voulez poursuivre, ou est-ce qu'on a fait tout le tour de ce qui vous intéressait? Venez sur la branche FR, c'est cool. On a des bons articles. Oui, moi honnêtement, tout va bien de mon côté. Parfait. Bon, on va donc aller sur la branche FR. C'est plutôt cool. Sur Yes. ce, je vous remercie quand même à vous deux pour vous être montrés présents. C'est vrai que c'est très sympa. Et bonne continuation pour la suite de votre wiki. Et également Yes. de vos articles. Si vous avez des articles en cours que vous souhaitez discuter, ou... Moi, je vous invite à aller lire le concours qui vient de sortir sur le wiki, qui s'appelle le concours Tradition et folklore des backrooms et des frontrooms. Mhm. Et personnellement, ce que moi j'ai écrit, c'est la question de qui ramasse les corps, qui est une petite aventure de mon personnage Ariane, qui essaye de répondre à la question qui ramasse les corps des backrooms. Pourquoi les backrooms ne sont pas un dépotoir de corps humains, et pourquoi tout est à peu près clean.
Ouais, qui essaye d'expliquer une problématique que les gens pourraient avoir en général Exactement. sur les morts, quoi. La joie Un et la mystère bonne des humeur, quoi. backrooms. Ouais, ça c'est sûr. Après, Après, il y a des articles de Noël aussi hein, dans le truc. Hein. Ouais, oui, Si c'est vous vrai. voulez, il y a Ouais, des super, articles ouais. de Noël. Hein. C'est Moi, vrai. Ouais, trop bien. On va regarder, je vais quand même montrer un article de Noël. On a épisode spécial Noël de Elu qui fonctionne, qui lag un petit peu au début, mais sinon ça va. Et il y a oui, le bah, Père c'est Hiver. c'est ce qu'on appelle communément Wikidont. Ouais, le wiki, il a un peu du mal, il est un peu daté, mais en tout cas, c'est bien que ça permette quand même de se faire plaisir en termes de mise en scène, quoi, sur la page. Bien sûr, bien sûr. Et ben, de nouveau, je vous remercie. Et si tout est bon pour moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous Bah, souhaite yes. à tous les deux une bonne journée, et puis à la prochaine. Ça Bye. marche. À plus. À plus.